Marc Fournier contemplait le vide de son appartement parisien, encore hanté par les souvenirs de sa défunte épouse, Élise. La tragédie de son accident mortel 6 mois plus tôt l'avait laissé brisé, son cœur en 1000 morceaux. Bien que son travail dans la police lui ait donné un sens du devoir, chaque jour était devenu une épreuve émotionnelle. Ce matin-là, alors qu'il se préparait pour une nouvelle journée, il reçut un appel inattendu. Un incident mineur avait été signalé dans une luxueuse demeure en périphérie de Paris, appartenant à Charles Moreau, un influent homme d'affaires. Bien que la situation ne semblât pas alarmante, Marc, de service, fut envoyé sur place pour une vérification de routine. En arrivant à la propriété, Marc ne put s'empêcher d'admirer la grandeur de la demeure. Des jardins magnifiquement entretenus, une architecture classique ornée de détails luxueux. L'intérieur de la maison reflétait cette opulence, chaque pièce étant décorée avec goût. Mais quelque chose dans l'air semblait étrange, presque trop parfait, comme si cette richesse cachait quelque chose de plus sombre. Charles Moreau l'accueillit avec une politesse froide, comme si la présence d'un officier de police NN était qu'une formalité ennuyante à laquelle il devait se soumettre. Tout semblait se dérouler normalement jusqu'à ce que Marc aperçoive une silhouette familière dans l'embrasure d'une porte. Une femme. Son cœur s'arrêta. Ses mains devinrent moites. Cette femme, c'était impossible. Il fixa son visage, son souffle court, luttant pour contenir son choc. Elle était identique à Élise. Chaque trait, chaque détail. Marc crut un instant qu'il perdait la tête. « Voici ma femme, Amélie », dit Charles d'un ton détaché, ignorant la réaction de Marc. « Elle a eu un accident récemment, elle a perdu une partie de sa mémoire, mais elle se rétablit lentement. » Les yeux de Marc étaient rivés sur Amélie. Elle semblait confuse, désorientée, mais il ne pouvait détacher son regard de son visage. C'était impossible, mais la ressemblance était trop frappante pour être une coïncidence. « Est-ce que tout va bien, monsieur l'agent ?» demanda Charles, d'un ton presque moqueur. Marc hocha la tête, ses pensées tourbillonnant. « Oui, bien sûr, tout va bien. » Mais à l'intérieur, rien n'allait bien. Il venait de revoir sa femme, ou quelqu'un qui lui ressemblait étrangement. Et cette femme vivait ici, avec Charles Moreau. Après son départ de la maison des Moreau, Marc ne pouvait plus penser à autre chose qu'à Amélie. Il tenta de rationaliser ce qu'il avait vu. Peut-être que cette ressemblance n'était qu'une coïncidence. Mais plus il y pensait, plus l'idée d'une explication rationnelle lui échappait. Les jours suivants, Marc décida de mener sa propre enquête, discrètement. En tant qu'officier de police, il avait accès à certains dossiers, et il commença par rechercher des informations sur Amélie Moreau. Tout semblait normal. Elle était mariée à Charles depuis quelques années, et aucun détail sur son passé ne semblait suspect. Pourtant, cela n'effaçait pas ce qu'il avait vu. Marc retourna à la demeure des Moreau sous prétexte d'une vérification de suivi. Cette fois-ci, il s'arrangea pour parler directement à Amélie. Elle semblait désorientée, un peu perdue dans ses pensées. « Je suis désolée, je ne me souviens pas très bien de mon passé », dit-elle d'une voix douce. Charles m'aide à tout reconstruire, mais c'est encore flou. Marc sentit son cœur se serrer en entendant sa voix, qui ressemblait étrangement à celle de Élise. Il essaya de poser des questions indirectes pour en savoir plus, mais Amélie semblait véritablement convaincue qu'elle n'avait aucun souvenir d'avant son mariage avec Charles. Quelque chose clochait, et Marc le sentait au plus profond de lui. Il quitta la demeure avec encore plus de questions qu'à son arrivée. Était-elle vraiment Amélie? Et si elle était Élise, comment expliquerait-il sa présence ici, vivante, mais avec une identité différente et une mémoire effacée? Charles était-il impliqué dans quelque chose de plus sombre qu'il n'y paraissait? Les doutes de Marc se transformèrent en une obsession. Il se lança alors dans une enquête plus approfondie, cherchant des réponses à une question qui n'avait de cesse de le hanter. Comment une femme, identique à sa défunte épouse, pouvait-elle vivre une nouvelle vie sans aucun souvenir de son passé? Marc ne pouvait plus ignorer ce qu'il avait découvert. Cette ressemblance frappante entre Amélie et Élise ne pouvait être une simple coïncidence. Ses pensées tourbillonnaient, et il décida de fouiller plus profondément dans le passé d'Élise, espérant trouver une explication rationnelle à ce mystère.
Il commença par revisiter les dossiers concernant l'accident qui avait coûté la vie à Élise. La douleur de revoir les détails de cet événement était insupportable, mais il n'avait pas le choix. Les documents indiquaient qu'il s'agissait d'un accident de la route banal, sans témoin direct, mais certains points soulevèrent des doutes dans l'esprit de Marc. Les blessures et les circonstances semblaient trop parfaites. Il avait toujours accepté la version officielle, mais maintenant, il se demandait si tout cela n'avait pas été planifié. Déterminé à ne rien laisser au hasard, Marc se rendit à l'hôpital où Élise avait été transportée après l'accident. Il obtint, avec difficulté, l'accès aux anciens rapports médicaux. C'est alors qu'il fit une découverte qui le glaça. Les dossiers manquaient de clarté sur certains points cruciaux, notamment sur l'identité du corps. Le médecin légiste ayant rédigé le rapport était décédé depuis, rendant toute clarification impossible. Marc sentit un frisson parcourir son échine. Et si Élise n'était jamais morte? De retour à Paris, Marc continua ses recherches, cette fois-ci en se concentrant sur Amélie Moreau. Il parvint à obtenir quelques dossiers publics sur elle, mais aucun détail concret sur son passé avant son mariage avec Charles. Tout semblait commencer et s'arrêter au moment où elle avait rencontré Moreau. Cela ne faisait aucun sens. Une vie ne peut pas surgir de nulle part. Plus Marc creusait, plus les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. L'accident des Élise N n'était peut-être pas une tragédie isolée, et cette femme, Amélie, vivait avec un homme qui semblait avoir une emprise totale sur elle. Marc savait qu'il approchait d'une vérité inconfortable, une vérité qui, il en était certain, était liée à Charles Moreau. Après des jours de recherche, Marc décida qu'il ne pouvait plus continuer sans confronter directement Charles Moreau. Il savait que cet homme jouait un rôle central dans cette énigme, et il n'avait plus de temps à perdre. Le souvenir de l'accident d'Élise, les incohérences dans les dossiers médicaux, et la ressemblance troublante avec Amélie le rongeaient. Marc prit sur lui de se rendre une nouvelle fois à la demeure des Moreau. Mais cette fois-ci, il n'était pas là en tant que simple enquêteur. Il voulait des réponses, et il était prêt à les arracher à Charles, quel qu'en soit le prix. Charles l'accueillit avec le même sourire froid que lors de leur première rencontre. « Vous êtes revenu, agent Fournier. À quoi dois-je l'honneur cette fois-ci » demanda-t-il d'un ton faussement amical. Marc sentit la colère monter en lui. Il serra les poings, luttant pour garder son calme. « Vous savez pourquoi je suis là, Moreau? Cette femme, Amélie, elle ressemble à ma défunte épouse, Élise. Vous pensez que je ne vais pas poser de questions ?» Si le sourire de Charles s'élargit, mais quelque chose dans ses yeux trahissait son malaise. Une ressemblance? C'est tout ce que c'est, une ressemblance. Vous souffrez encore de votre deuil, agent. Je vous conseille de ne pas trop vous laisser emporter. Ne me prenez pas pour un imbécile, répliqua Marc, ses mâchoires serrées. Il y a quelque chose de plus profond ici. Vous avez effacé son passé, n'est-ce pas? Amélie n'a aucun souvenir d'avant vous, et vous vous assurez qu'elle ne puisse jamais en retrouver. Charles éclata d'un rire froid. Vous avez une imagination débordante, Fournier. Peut-être que vous devriez prendre du repos. La douleur vous aveugle. Marc se rapprocha de lui, les yeux brûlants de détermination. Je vais découvrir ce que vous cachez, et quand je le ferai, je vous garantis que tout le monde saura ce que vous avez fait. Charles perdit son sourire. Vous devriez faire attention à vos paroles, agent. Certaines vérités sont mieux laissées dans l'ombre. Marc quitta la demeure, le cœur battant, son esprit rempli de doutes et de questions. Il savait maintenant que Charles était impliqué dans quelque chose de plus sinistre qu'il n'aurait jamais imaginé. Mais que faisait exactement cet homme à Amélie? Et quel lien avait-il avec la mort d'Élise? La confrontation ne faisait que commencer. Marc n'avait jamais été aussi déterminé à découvrir la vérité. Après sa confrontation avec Charles, il savait qu'il était sur la bonne piste. Mais il avait besoin de preuves. La ressemblance troublante entre Amélie et Élise ne suffisait pas. Il lui fallait des éléments concrets qui relieraient Charles Moreau à la disparition de Élise et à la manipulation d'Amélie. Il retourna à la caserne de police et s'installa dans la salle des archives, fouillant des dossiers et des registres jusqu'à tard dans la nuit. Finalement, il trouva ce qu'il cherchait, des traces d'une clinique privée spécialisée dans les traitements de la mémoire. Amélie Moreau, selon un dossier confidentiel,
avait été une patiente régulière dans cette clinique après un accident traumatique. Marc, horrifié, réalisa que cette clinique avait pratiqué une thérapie expérimentale sur Amélie, une procédure destinée à effacer des souvenirs spécifiques. Cette découverte glaça Marc. Charles avait effacé l'identité de cette femme, la modelant à son image, la recréant pour qu'elle devienne sa parfaite épouse. Mais ce N n'était pas tout. En creusant encore plus loin, Marc fit une autre découverte. Élise avait également été en contact avec cette même clinique quelques mois avant son accident. Cette coïncidence le frappa de plein fouet. Était-il possible qu'Élise ne soit jamais morte? Était-il possible qu'elle ait été kidnappée et que son identité ait été effacée pour devenir Amélie? La tête de Marc tournait. Il regarda les documents qu'il avait devant lui, son cœur battant à tout rompre. Cela signifiait que non seulement Charles avait orchestré la transformation d'Amélie, mais qu'il avait également joué un rôle dans la disparition d'Élise. Tout s'emboîtait trop bien pour être une simple coïncidence. Charles Moreau avait planifié chaque détail, et Marc était déterminé à l'arrêter. Les révélations qu'il venait de découvrir laissèrent Marc avec un mélange de rage et de désespoir. S'il ne faisait rien, Amélie resterait prisonnière de cette vie fabriquée, et le mystère de la mort d'Élise ne serait jamais résolu. Il devait agir vite, mais il savait que Charles avait des moyens puissants pour couvrir ses traces. Le temps était compté. Marc décida de se rendre à la clinique pour confronter le personnel et obtenir des réponses. À son arrivée, il se heurta à la froideur habituelle des institutions privées. Mais grâce à son badge de policier, il parvint à parler à une ancienne infirmière qui, visiblement gênée, finit par avouer une partie de la vérité. Monsieur Moreau a financé de nombreux projets ici. Il a fait soigner sa femme. Mais ce traitement, ce n'était pas standard, murmura-t-elle. Je ne devrais pas vous dire cela, mais ils ont effacé certains souvenirs précis à sa demande. Marc sentit une bouffée de colère monter en lui. Charles avait délibérément effacé la mémoire d'Amélie pour la façonner à son image, mais il restait encore une part de mystère. Que s'était-il réellement passé avec Élise? L'infirmière lui montra des documents classifiés où le nom d'Élise apparaissait, mais sous un pseudonyme. L'évidence était là. Élise avait été l'une des premières patientes de cette clinique, probablement contre son gré. De retour à Paris, Marc se préparait à la confrontation finale. Il ne pouvait plus reculer. Charles avait orchestré la disparition d'Élise, et il manipulait Amélie depuis le début. Ce que Marc ignorait, était jusqu'où Charles était prêt à aller pour garder son secret. Marc décida de retourner au manoir des Moreau, mais cette fois-ci, il n'allait pas partir sans avoir révélé toute la vérité. Il contacta un ancien collègue de confiance qui accepta de l'aider, croyant en ses découvertes, même si elles semblaient incroyables. Lorsqu'il arriva devant la grande porte de la demeure, une tempête émotionnelle bouillonnait en lui. Il savait qu'il allait devoir affronter Charles directement, mais il espérait également pouvoir sauver Amélie de cette vie de mensonge avant qu'il ne soit trop tard. Le vent soufflait fort autour du manoir Moreau lorsque Marc arriva à la porte d'entrée. L'air semblait chargé de tension, comme si la vérité elle-même pesait lourdement dans cette atmosphère. Son ancien collègue, Paul, était resté dans la voiture, prêt à intervenir si les choses dérapaient. Marc savait qu'il entrait dans la gueule du loup, mais il n'avait plus le choix. Charles devait être confronté à ses actes. Il frappa à la porte, et cette fois, ce ne fut pas Charles qui lui ouvrit, mais Amélie. À sa vue, Marc ressentit une vague d'émotion. Ce visage, ses yeux, c'était Élise, mais elle ne se souvenait de rien. Amélie sourit, bien qu'un peu nerveusement, comme si quelque chose en elle savait que quelque chose n'allait pas. « Amélie, je dois te parler. C'est très important, » dit Marc en essayant de garder son calme. Mais avant qu'il ne puisse continuer, Charles apparut dans l'entrée, le visage dur et menaçant. « Je pense que vous avez assez causé de troubles, agent Fournier. Il est temps de mettre fin à cette obsession, » déclara Charles d'une voix froide. Il s'avança et posa une main possessive sur l'épaule d'Amélie. Marc sentit la rage monter en lui, mais il tenta de contrôler ses émotions. « Je sais ce que tu as fait, Charles. Je sais tout. Tu as orchestré la disparition de Élise. Tu as effacé sa mémoire et l'as transformée en Amélie. » Un silence lourd s'installa dans la pièce.
Amélie regardait Marc, perdue et confuse, mais Charles resta impassible. « Vous êtes pathétique, Marc. Vous vous accrochez à des illusions, » répliqua Charles en serrant les dents. « Élise est morte, et Amélie est ma femme. Votre deuil vous fait perdre la raison. » Mais Marc ne recula pas. Il sortit de sa poche les documents qu'il avait récupérés à la clinique, prouvant qu'Amélie avait subi des traitements de mémoire sous la supervision de Charles. Il les jeta sur la table devant eux. « Tout est là. Tu as manipulé sa mémoire, tu l'as fait passer pour quelqu'un d'autre. Tu l'as enlevée à sa vraie vie. Et maintenant, elle ne sait même plus qui elle est. » Amélie, bouleversée, s'avança doucement vers les documents. Elle les regarda, puis leva les yeux vers Charles, une expression de terreur sur le visage. « Charles, qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que c'est vrai ?» Charles tenta de s'approcher d'elle, mais Amélie recula. « Ne me touche pas !» cria-t-elle, déchirée entre la confusion et la panique. Pour la première fois, l'emprise psychologique que Charles avait sur elle commençait à se fissurer. Charles perdit alors son calme. « Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour nous. Tu étais brisée, Amélie. Tu ne te souviens pas de ce que tu étais avant de me rencontrer. Je t'ai sauvée, je t'ai recréée. Je t'ai offert une nouvelle vie. » Marc vit l'occasion d'agir. « Ce n'est pas une nouvelle vie que tu lui as offerte, Charles. C'est un mensonge. Elle mérite de connaître la vérité sur qui elle est vraiment. » Amélie, les larmes aux yeux, tremblait. Son esprit essayait de recoller les morceaux, de comprendre comment elle en était arrivée là. Marc savait qu'il devait agir rapidement, avant que Charles ne tente à nouveau de la manipuler. « Amélie, ou plutôt Élise, » dit Marc d'une voix douce. « Je sais que c'est difficile à entendre, mais tu étais ma femme. Nous avons partagé une vie ensemble. Cet homme t'a volé cela, et il t'a transformé en quelqu'un d'autre. Mais je suis là maintenant pour t'aider à retrouver qui tu es vraiment. » Charles, fou de rage, s'élança vers Marc, prêt à en finir par la force. Mais Paul, qui surveillait la scène, entra à ce moment-là, immobilisant Charles avant qu'il ne puisse attaquer Marc. La police, appelée en renfort, arriva rapidement pour prendre le contrôle de la situation. Charles fut menotté et conduit dehors, vociférant des menaces. Mais Marc n'entendait plus rien. Son attention était entièrement tournée vers Amélie, ou plutôt Élise, qui se tenait là, perdue, mais libre pour la première fois depuis longtemps. Quelques jours plus tard, Marc se tenait devant l'hôpital où Amélie avait été admise. Les médecins travaillaient sur une approche progressive pour restaurer ses souvenirs, mais Marc savait que ce serait un long chemin. Pourtant, il avait retrouvé une partie d'Élise, et cela lui donnait de l'espoir. Charles Moreau, quant à lui, attendait son procès pour enlèvement, manipulation mentale et abus psychologiques. Son empire commençait à s'effondrer sous le poids des révélations. Les journaux parisiens ne parlaient plus que de ce scandale, mais Marc s'en souciait peu. Tout ce qui comptait, était qu'Amélie avait été libérée de son emprise. Marc rendait régulièrement visite à Amélie, l'aidant du mieux qu'il pouvait à retrouver des fragments de leur ancienne vie ensemble. Parfois, elle se souvenait de petits détails, des moments fugaces qu'ils avaient partagés, et chaque petite victoire réchauffait le cœur de Marc. Mais il savait aussi qu'Amélie N était plus exactement Élise. La femme qu'il avait connue avait changé, marquée par des années de manipulation et de souffrance. Pourtant, il était prêt à l'accepter telle qu'elle était maintenant, parce qu'il l'aimait toujours, malgré tout. Un jour, alors qu'ils se promenaient ensemble dans un parc près de l'hôpital, Amélie s'arrêta brusquement, regardant Marc avec des larmes aux yeux. « Je ne me souviens pas de tout, mais je me souviens de toi. » Marc, ému, sourit doucement. « C'est tout ce dont j'ai besoin pour l'instant. Le reste viendra avec le temps. » Amélie posa sa main dans la sienne, et ils continuèrent leur promenade, conscients que le chemin à venir serait long et difficile, mais qu'ils ne seraient donc plus jamais seuls pour l'affront.